des historiens s'intéressent à un courant qui est peut-être surévalué maintenant par la recherche historique, je ne sais pas, les indigénophiles. Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? On a appelé ça, au début, on appelait ça les arabisans. Hein, c'est ça, c'est appelé les arabisans. Non, le courant a été. Comment elle s'appelait là? J'oublie son nom. Celle qui était tout un biscra là. Ah, le nom m'échappe. Oui, c'était. Vous savez, je crois que si on prend le phénomène de l'Afrique du Nord globalement, euh, la France a beaucoup apporté. Sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. Et il est vrai que le nombre d'écrivains algériens écrivant en français, même des militants pro-indépendantistes, c'est énorme. Ah, ils ont beaucoup écrit. Celui qui a écrit les bouquins, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il a fait du bruit à son époque. Ce sont des gens qui. Comment il s'appelait Faro, je dis non, il faut en avoir tellement en tête. Celui qui a été assassiné par l'OS là. Pharaon, non comme ça. C'était des gens qui reconnaissaient que la France avait amené. Et de lui, de Pharaon, je ne me rappelle plus son nom, ça me reviendra. Il avait fait un nick dans l'école française, il avait fait un excellent article sur ce qu'on devait à la France, ce que l'Algérie devait à la France à ce niveau-là. Il est vrai que le courant, je n'appelle les arabisans, était un courant parallèle, un peu comme le courant algérianiste, avec des vues un peu différentes. Puisque le courant algérianiste, il était essentiellement ancré sur la naissance d'une nouvelle communauté européenne. Les arabisans, c'est essentiellement l'importance du monde arabe, et surtout de l'islam, dans la vie culturelle. Et là, évidemment, c'est le courant. Maintenant, je sais qu'il y en a. On m'en a parlé autrefois, j'avais été à un débat qu'il y avait eu à Montpellier il y a quelques années autour de ça. Et j'étais intervenu que 10 minutes, j'ai dit, vous savez, essentiellement, ce qu'on peut dire, le seul véritable héritage qu'on garde de notre présence en Algérie, c'est la culture qu'on y a amenée. C'est la culture qu'on y a amenée avec des jeunes garçons de ma génération essentiellement, qui étaient dans les lycées avec nous et qui faisaient du latin et du grec et qui étaient vraiment pris par, la culture qu'on amenait, qui était à la fois française et latiniste et helléniste. On amenait ça. Et moi, j'étais à l'époque, j'en parlais ce matin avec ma fille au repas, j'étais dans un lycée où sur 80 gamins qui faisaient du latin, il y en avait quand même 15 qui faisaient du grec en même temps. Ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Hein. Je vois ma femme, elle était au lycée, elle était 25 dans sa classe, il y en avait 5 qui faisaient du grec. Hein. Donc c'était un courant. Mais il y avait l'arabe littéraire aussi. Oui. Alors, vous savez, il en est de l'arabe littéraire comme du droit musulman. On s'apercevait que, moi je vois par exemple au lycée, dans ma classe nous étions 44, heureuse époque, où les profs ne se plaignaient pas du reste, des 44, et pourtant il y avait du chahut, et puisqu'il n'y avait pas les cours mixtes, vous voyez un peu les classes. Mais quand je prends les jeunes arabes qui étaient avec moi, sur 44 à Constantine, ils étaient quand même une douzaine à être au lycée. Je ne parle pas du collège. Hein. Et au lycée, la vocation, c'était les humanités. Donc sur ces 12 ou 13 ou 15, je ne me rappelle plus, il n'y en avait aucun qui faisait de l'arabe littéraire. Ils étaient intégrés dans la culture française. Même ceux qui, par la suite, il y en a 3 qui sont partis à la LN. Mais ils étaient imprégnés de culture française. Bon, soyons honnêtes, c'était des fils de notables.
Dans l'autre sens, il y avait donc Européen. des jeunes Européens Alors. qui se mettaient à Chose importante. à l'arabe littéraire. On en parlait ce matin avec ma fille. Il faut savoir qu'avant les lois Combes, je vous l'ai déjà dit ça, avant les lois Combes, qui ont interdit d'apprendre les langues locales. Vous savez pas ça? Non. L'alsacien était interdit en Alsace. Pas en Alsace, j'ai une bêtise, puis c'est venu après. Le breton était interdit en Bretagne, le basque était interdit en Pays Basque. Et les lois Combes de 1904, qui avaient interdit les langues locales, le provençal en Provence. En Algérie, à partir de l'école communale, on apprenait l'arabe. En même temps que le français. C'est net. Mon père, qui était né en 1897, a donc été à l'école communale où il a appris l'arabe. Ma mère, qui était née en 1902, n'a plus appris l'arabe à l'école communale parce qu'elle est rentrée à l'école communale en 1905 ou 6, c'était interdit. C'était une erreur monumentale du reste. Donc on apprenait, et mon père avait appris l'arabe, alif, ba, ta, tsa, à l'école. Ce qui fait qu'ils apprenaient l'arabe parlé, l'arabe courant. Quand vous arriviez au collège, en particulier, il y avait l'option d'apprendre l'arabe parlé et l'arabe littéraire. Ma mère a été dans un collège à Blida, en 6e, qui ne s'appelait pas la 6e à l'époque, et il n'y avait ni l'anglais ni l'italien, il n'y avait que l'arabe littéraire à parler au collège de Blida. Donc ma mère a fait toutes ses classes jusqu'à la première en apprenant l'arabe parlé et l'arabe littéraire. Et vous doutez bien qu'au collège de Blida, il n'y avait quasiment aucune petite musulmane, à la génération de ma mère. Je ne parle pas de la génération de ma femme, c'est différent. Il y avait donc... Mais le poids du français a fait reculer progressivement ces études. Parce qu'il est certain que jeune arabe qui se targuait d'intellectualisme, il n'allait pas faire d'arabe littéraire. Je vais être très dur, mais ça aboutissait à rien. Si ce n'est de traduire les contes de Djia. Bon. Ce qui fait que ces générations-là, ma mère a fait de l'arabe littéraire et de l'arabe parlé. Et pour la petite histoire, quand ma mère habitait Constantine, on avait une femme de ménage qui était chaouia. Et quand ma mère lui parlait, elle disait à ma mère toujours, toi tu es algéroise. Parce que l'arabe parlé d'Alger n'était pas l'arabe parlé du Constantinois. C'était chaouia. C'est pour vous dire, c'était quelque chose d'assez phénoménal. Et j'ai des copains, du reste, un de ceux qui ne sont pas morts, qui est à Aix-en-Provence, qui était un fils de colon, mais du Constantinois, qui au lycée, au collège, puisqu'il n'a pas été au lycée, parce qu'au lycée, il n'y avait pas d'arabe. Hein. On ne faisait pas d'arabe au lycée. C'était même pas la peine d'essayer, il n'y avait pas d'arabe. Au lycée, on allait au collège pour faire l'arabe. Il a été au collège, de la 6e à la première, il a fait de l'arabe. Et il était brillant, parce que comme il avait appris le français après l'arabe dans le Djebel où il habitait, il était brillant. Du reste, l'anecdote, c'est qu'au baccalauréat, à l'époque, il fallait 40 points pour passer l'oral, puisqu'il y avait 4 matières. Il avait eu 28 points, je crois, dont 18 en arabe. Tout le reste, c'était en français, en mathématiques. C'est pour vous dire. Donc, il faisait de l'arabe. Et il y avait, au collège, puisqu'à l'époque, aussi l'organisation de l'époque, il y avait des cours complémentaires. C'était une chose. Le collège jusqu'à la première, où on passait, plus de mon temps, mais on passait le brevet supérieur, et le lycée. Donc, quand on avait terminé la première au collège, on pouvait aller au lycée faire la philo, le mathélème, etc. Surtout mathélème pour les collégiens. Mais disons qu'au collège, dans une classe de 40 élèves, il y en avait 15 qui faisaient de l'arabe. Et en majorité des Européens. Parce qu'ils allaient au collège, les fils. Il y a peu de fils de notables qui allaient au collège, parce qu'il y avait un snobisme. Je parle de ma ville, bien. Il y avait un snobisme qui faisait que le notable, le docteur, le pharmacien arabe, il y en avait beaucoup à Constantine. C'était bien que son fils aille au lycée. Il n'allait pas au collège, parce qu'au collège, il risquait de trouver des petits arabes d'un niveau social différent. Et ça, c'est important chez eux. Il n'y avait pas de pyramide chez eux. Comme je l'ai dit, on reste en bas, on reste en haut. Et ce qui fait que, là, c'était net.
ils allaient au lycée. Partant de là. Et moi, j'ai un ami qui est maintenant à Paris, qui s'appelait Djeli, qui était un garçon brillant, je dis brillant, qui était avec moi en troisième, en seconde. Il faisait partie des modérés. C'est-à-dire qu'il n'était ni pour la France, ni pour la FLN. Donc, quand il y a eu l'indépendance, comme c'est à son brillant, il a très belle carrière dans l'administration algérienne. Très, très belle carrière. Et j'apprends par la bande, quand je vais faire un truc, je vais retrouver des copains, qu'il était à Paris. Je lui téléphone, je dis, mais Titi, comment ça va, et toi, tu te rappelles un tel, toujours autre chose. Et je dis, mais comment ça se fait que tu es à Paris? Et j'ai pris ma retraite. Je dis, mais tu n'es pas resté en Algérie, mais tu es fou. Ma culture est française, qu'est-ce que tu veux que je fasse en Algérie? Surtout quand il m'avait dit, avec l'histoire de Boumediene qui voulait tout arabiser, mais ma culture est française, qu'est-ce que je peux faire? Je ne fais rien. Je ne peux rien faire. Je suis à Paris. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'il faut voir. Alors, ce courant arabisant, comment elle s'appelait cette femme-là qui se mettait tout le temps à la Gandoura, je ne me rappelle plus. Ebrard. Ah oui. Ouais. C'était une des premières des courants arabisants. Mais, je ne veux pas être méchant, mais ça aboutit sur rien. Ça aboutit sur rien parce que quand on connaît, bon, je ne connais pas l'arabe, je suis baragouine, le shaouya, c'est autre chose. Mais en fait, quand on voit la difficulté de l'arabe littéraire, dirons-nous, c'est pas une langue avec laquelle on va écrire des chefs-d'œuvre. Elle est complexe, tellement différente du parler. Vous voyez, quand vous faites du français, il est certain que ça évolue un peu. Peut-être on sera un jour au français classique et au français parlé, mais il n'y a pas cette différence. Et là, il y a une différence telle que ce sont des fossés. Et ma mère qui a fait donc de la 6e à la première de l'arabe littéraire, je sais qu'elle a fait des tracts en arabe au moment du 13 mai, elle faisait des tracts en arabe, mais qui étaient en arabe parlé, qui est du reste un non-sens, puisque l'arabe tel qu'on l'imagine ne peut pas être écrit. Donc c'est une transposition, comme la scénographie, vous savez, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est tellement complexe, et c'est, à mon avis, il y a eu un courant que je connais mal, je dis honnêtement, parce qu'il était tellement infime. Et ça passait surtout à l'époque pour des farfelus. Ça passait pour des farfelus. Étant donné que l'élite musulmane intellectuelle se tournait vers le français, était dans le français. Et Féraoun, voilà, c'est Féraoun son nom. Et il faudra, je retrouve, j'ai une amie qui fait la culture en Algérie, fait des conférences avec moi, qui justement a retrouvé dans l'école française des années 60, un très bel article de Féraoun en disant tout ce que l'école française avait amené à l'Algérie. Et ça, c'est certain. Et du reste, on voit le poids de ce français. Quand vous allez en Tunisie ou en Algérie, bon, à quelques exceptions près qui sont des mauvais coucheurs, tout le monde parle français. Surtout quand on sait comment marchaient les écoles coraniques. Le gamin, il préférait aller à l'école communale française plus qu'à l'école coranique. L'école coranique, c'était le taleb avec le bâton. Et toute la journée, on psalmodiait les versets du Coran. C'est de l'alphabet. Alif, Ba'atat, ça. Et c'est ça, hein. Vous savez que la prière en islam, c'est ce mouvement du corps. Comme ça. Donc il faisait ça avec le taleb qui avait. Alors c'est vrai qu'il y avait des médersas, des grandes médersas, celle de Constantine dont je vous ai parlé, où il y avait véritablement des élites qui venaient, où on ne parlait qu'en arabe. Mais ce n'était pas le courant arabisant. C'était des Arabes qui défendaient leur arabe. Ça n'a rien à voir avec un courant, comme étaient les arabisants, qui n'était pas un terme péjoratif, puisque Bousquet, le grand professeur de droit musulman, était ce qu'on appelle un arabisant. Il travaillait là-dessus, mais c'est exactement le parallèle que vous pouvez faire avec le droit musulman. C'est-à-dire que en droit musulman à Alger, il n'y avait quasiment pas d'arabe. Parce que les notables disaient que c'est eux qui faisaient la loi, puisque c'était une loi théocratique. C'est Dieu qui l'a dicté, donc par l'intermédiaire des docteurs de la foi, on dictait. Donc, pourquoi vous voulez qu'on aille faire du droit? Il y a finalement, c'est assez amusant parce que, contrairement,
je cite toujours un parallèle qui est un peu osé, mais entre eux, quand on dit que l'Angleterre est une monarchie constitutionnelle, c'est entièrement faux. C'est une monarchie parlementaire. Il n'y a pas de constitution en Angleterre. Il y a les droits historiques du royaume. Et là, c'est la même chose. Le droit, étant théocratique, c'est un droit voulu par Dieu. Donc, c'est un droit qui ne doit pas être écrit parce que Dieu peut le transformer à tout moment. C'est-à-dire qu'en droit musulman, il n'y a pas la coutume, c'est-à-dire une sorte de jurisprudence de coutume qui devait servir quand même pour... C'est la France qui l'a créé. Quand on est arrivé à une jurisprudence en droit musulman, si ce qu'on apprenait du reste en droit musulman, soit le droit musulman appliqué, soit la législation nord-africaine, en fait, si on gratte un peu, c'était français au départ. Parce que c'est des juristes français, bon Bousquet, qui avaient regroupé toutes certaines coutumes de droit musulman qu'ils avaient regroupé, qu'ils avaient non pas codifié, mais qu'ils avaient mis noir sur blanc pour qu'on sache comment évoluer. Et ça jouait essentiellement surtout pour les successions, où c'était un drame. C'est incroyable. On ne peut pas le raconter. Les successions musulmanes. Mais vous aviez tous ces problèmes de droit coutumier, qui étaient en fait de droit coutumier, comme sous l'ancienne France. Puisqu'on retrouvait en droit musulman beaucoup d'éléments des droits coutumiers, en particulier concernant la notion de propriété. Il n'y a en fait que le droit patrimonial, c'est-à-dire le droit de la personne qui est rentré dans le droit musulman. Tout le reste, c'est des Français. Le droit pénal, le droit commercial, c'est des Français. Le droit civil, c'est des Français. Donc le droit pénal était français. C'est pour ça que les fondamentalistes voulaient établir la charia. La fameuse charia qui coupe le mot voleur. Donc, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement paradoxal. Parce que comme c'est Louis-Philippe qui a créé l'Algérie, ce sont les juristes français qui ont mis en place le droit musulman, qui était éparpillé. Et puis surtout, n'ayons pas peur des mots, un peu à la tête du client. Oui. Souvent, c'est le problème du droit coutumier du reste.